Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose qu'on commence sans délai cette table ronde consacrée à l'article 51 et à sa place dans l'innovation sur les territoires. Écoutez, merci de votre présence et d'avoir choisi ce sujet, un des sujets les plus intéressants de l'évolution du système de santé, en tout cas de mon point de vue. Je suis Norbert Nabé, je dirige les activités de conseil, de formation, d'événementiel et de médias pour le groupe NES. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde que nous avons organisée de conserve avec Antoine Malone, avec la Fédération de l'hospitalisation de France. Donc, un sujet important, on en a beaucoup parlé, on a eu beaucoup de configurations, d'expressions pour essayer de voir un petit peu comment tout ça fonctionnait. Un sujet récent qui adresse la transformation du système, sa modernisation, l'introduction d'une innovation dynamique mais contrôlée dans le système, en partant du principe que finalement on avait beaucoup à progresser. Il y a beaucoup à progresser, à innover dans le cadre, mais on peut aussi à un moment se heurter au cadre, et dans ce cas-là, on a besoin de dérogations, soit pour convenir d'une organisation nouvelle, soit pour convenir d'un financement nouveau, et c'est un peu dans cet esprit que cet article est arrivé. Donc je vous propose d'écouter dans un premier temps les orateurs prestigieux qui ont bien voulu composer cette table ronde. Donc je remercie Stéphanie Rist qui se présentera. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est députée, co-rapporteur du projet de loi en cours et par ailleurs médecin rhumatologue au centre hospitalier d'Orléans. Natacha Lemaire qui est en charge pour le compte du ministère de la Santé, on va dire, pour faire des choses simples, de la coordination et la mise en œuvre de cet article. Yannick Le Guen, qui travaille maintenant à l'ARS Île-de-France et qui, après un très long parcours dans tout ce qui se fait en gros d'autorité dans le domaine sanitaire français, maintenant pilote depuis une agence régionale de santé finalement la réception des initiatives et accompagne la mise en œuvre. Je pense que Yannick, c'est important de voir un peu comment tout ça s'organise, le service qu'on peut rendre du coup aux opérateurs et opératrices qui, je pense, nombreux sont dans cette salle et attendent de voir concrètement comment les choses peuvent se passer. Et puis nous avons Antoine Perrin qui lui aussi parcouru à peu près tous les niveaux et échelles de responsabilité depuis l'hôpital jusqu'au cabinet de ministre pour maintenant diriger la FEAP. Donc pour le compte des établissements privés à but non lucratif, de voir un peu comment est-ce que ce dispositif est perçu, endogénéisé, et puis finalement comment est-ce que ça produit de l'innovation. Et Antoine Malone, donc, qui pour le compte des établissements publics et de la FHF assume ce rôle aussi de support de l'innovation et de sa mise en œuvre. Voilà, et nous aurons à mi-parcours un exemple concret du premier projet régional qui a été retenu, et je veux à ce titre remercier chaleureusement le professeur Giroux du CHU de Dijon qui a bien voulu venir partager son expérience, exposer auprès de vous très concrètement le service que ça rend, et puis également l'énergie qu'il faut déployer pour arriver à mettre ça en œuvre et voir un peu qu'est-ce qu'on a comme bonne pratique qu'on doit pouvoir retirer de cette expérience pour essayer d'accélérer la mise en œuvre des autres. Voilà, donc tout ça en 1h30. Naturellement, on aura, vous êtes là pour écouter, mais enfin vous êtes là aussi pour interagir. Donc je vous propose qu'à la fin de la première séquence, on va essayer de voir un peu d'où vient le dispositif, quelle est son intention, et essayer de le décrire un peu précisément pour qu'on comprenne bien ce à quoi il peut être utile, et pas de mettre toute l'intention du changement un peu comme un fourre-tout dans cet article 51 pour un jour après se dire mais je comprends pas, moi j'ai voulu changer ça et ça c'était pas adapté. Vous voyez, je pense que l'intention, le pourquoi et la manière dont ça fonctionne, ce fera l'objet de la première partie. Je vous propose à ce moment-là d'échanger si vous le souhaitez, et on aura ensuite une bonne demi-heure pour essayer de voir un peu les perspectives et voir un peu les orientations que chacun à son niveau entend donner à ce dispositif et au déploiement de l'innovation sur les territoires. Stéphanie, si tu veux bien, pendant 10 minutes, essayer de nous présenter l'intention qui a conduit au geste législatif et de voir un peu comment on a pu arriver à créer ce dispositif. Merci. Merci, bonjour à tous. Je me suis engagée en politique pour essayer notamment d'améliorer l'accès aux soins dans ma région, qui est la région Centre-Val de Loire, qui est
comme vous le savez, avec des complications liées à la démographie médicale. J'avais l'impression qu'avec mes équipes, on avait plein d'idées efficaces et qu'il serait peut-être intéressant que j'essaye d'aller les porter. Je suis rhumatologue et donc dans cette spécialité, on a beaucoup de maladies chroniques. Et avec l'éducation thérapeutique et tous les sorts de l'éducation thérapeutique, on avait mis en place un travail très collaboratif entre professionnels de la même équipe. Et puis on a vu apparaître le protocole de coopération de la loi HPST qui a entraîné un très grand espoir pour nous. On avait à l'époque déjà, en 2010, des délais très très longs dans nos consultations et on avait essayé de mettre en place un protocole de coopération sur la diminution du délai de prise en charge avec une infirmière qui aurait fait des consultations de tri initiales et des consultations annuelles de suivi pour essayer d'améliorer ces délais. C'était un grand espoir pour nous, ce protocole de coopération. On a beaucoup travaillé, toute l'équipe dessus. L'ARS nous a, à l'époque, beaucoup aidés. On a mis 2 ans, un dossier à peu près haut comme ça. Et malheureusement, à la fin, on a eu un avis défavorable parce qu'à la dernière étape de la validation par l'HAS, le sujet n'était finalement pas un sujet national. À l'époque, la démographie était plutôt bien à Paris et c'était pas un sujet de faire en sorte que les infirmières puissent aider les médecins dans les délais de consultation. À l'époque aussi, on pouvait quand même expérimenter avant l'article 51, puisqu'il y avait les fonds en local, avec les fonds intervention, avec les FIR, les fonds d'intervention régionaux. Mais ces expérimentations locales, même si c'était un succès, parfois n'avaient pas de diffusion, même si l'expérimentation était intéressante, et très peu d'évaluation. Il y avait aussi la possibilité de faire des expérimentations nationales, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le PAERPA, par exemple, qui est le protocole de parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Ce protocole avait nécessité plusieurs mesures législatives successives parce qu'en fait, il n'était pas forcément adapté à l'ensemble des territoires, à l'ensemble des situations, et que c'était très descendant, très jacobin, très très long à mettre en place. Donc finalement, un succès, mais très modeste. Et puis, il n'y avait pas de dispositif d'appui à la disposition, à la diffusion de ces innovations, donc une diffusion très 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 faible. Il y avait un cadre juridique qui, à l'époque, était peu porteur, finalement, d'innovation, avec des difficultés de mise en œuvre, comme je viens de l'expliquer, des conceptions avec une cible qui était souvent insuffisamment identifiée, ou des modalités d'évaluation pas assez définies. Et chaque expérimentation nécessitait à chaque fois une mesure législative spécifique, donc beaucoup de temps. Elle nécessitait donc, et apparu, de créer un cadre législatif favorable à l'émergence d'initiatives innovantes. Et ce cadre devait reposer sur un véritable changement de paradigme. Ce changement de paradigme est de partir du terrain, c'est-à-dire des acteurs, médecins, infirmières, établissements, mais aussi des patients. Ce cadre est de penser la proximité, parce que sans proximité, il est très difficile de donner un sens au parcours. Il est d'être ambitieux devant la nécessité, notamment liée à la démographie médicale de plus en plus basse, devant l'augmentation du nombre de maladies chroniques, du vieillissement de la population. Et il devait répondre aux besoins de la transformation de notre système de santé devant lequel on est tous unanimes. En fait, c'est un changement global de méthode qui a reposé sur la confiance faite aux professionnels de santé, en incitant les différents acteurs à penser différemment, en favorisant le travail collaboratif, le décloisonnement, en mettant le patient au cœur du dispositif, en soutenant, il fallait que ce cadre soit soutenu aussi par des financements sans rompre d'un autre côté l'équilibre financier de la sécurité sociale. Et ce financement préparerait la transformation des modes de financement. Donc l'article 51 était véritablement attendu, nécessaire. Et d'ailleurs, ça a été le vote de mon premier PLFSS le plus engagé. On peut comprendre. Ce changement de paradigme, cette méthode, on y reviendra peut-être, mais elle a été la même quand on a élaboré le plan Ma Santé de 2022, qui est le plan de transformation du système de santé,
qui est lui aussi construit à partir des acteurs. Nous étions plusieurs pilotes sur ces chantiers à avoir fait de nombreux déplacements sur le territoire pour rencontrer les acteurs institutionnels, mais aussi les acteurs qui ne représentaient qu'eux-mêmes finalement, et qui nous a permis de construire ce plan santé, dont la loi santé est une des briques actuellement examinée au Sénat. Cette loi que je trouve ambitieuse, notamment sur la transformation des études en santé, innovante, en pensant au numérique avec la création du Health Data Hub ou l'espace numérique en santé, qui remet le patient au cœur du système de santé et qui fait confiance aux acteurs pour mieux coordonner, mieux décloisonner, et je pense là au projet territorial de santé. Pour terminer, donc cet article 51 va être évalué à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un printemps de l'évaluation qui est lancé par Olivier Véran, le rapporteur du PLFSS, donc au mois de juin. Comme on l'a dit, c'est un outil législatif qui permet l'innovation organisationnelle de façon vraiment tout azimut, mais c'est aussi le marqueur d'un changement de méthode d'élaboration, à mon sens, de la politique en santé, et qui permettra la transformation du système de santé en laissant l'initiative aux acteurs de terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie, je pense que c'est important de bien comprendre la genèse de l'affaire. C'est finalement un dispositif qui est né de constats, extrêmement pragmatique, hein, qui est un des outils qui témoigne de cette dynamique et de cette envie d'essayer de faire confiance aux initiatives locales, tout en faisant en sorte qu'on soit encore compatible avec et les comptes et le dispositif législatif, enfin qui garantit l'équilibre du système. Natacha, je te passe la parole immédiatement, du coup, pour voir un peu comment tout ça a été monté, in concreto. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc rapidement, un rappel pour beaucoup d'entre vous de la façon dont le cadre générique d'expérimentation fonctionne. Donc tout d'abord, la loi pose deux grands types d'expérimentation. On parle surtout des organisations innovantes, c'est vraiment le cœur du moteur, mais il y a aussi la possibilité de faire des expérimentations qui concernent les produits de santé, donc médicaments et dispositifs médicaux pour lesquels on a quand même quelques projets. Et pour les produits de santé, donc la finalité, c'est la pertinence de leur prise en charge. Sur les fameuses dérogations, parce que c'est une condition de recevabilité, les dérogations, ça part du principe que le projet, l'expérimentation, ce qui est proposé, ne peut pas être mis en œuvre dans le cadre actuel du droit commun. Et donc, il faut lever les obstacles qui sont législatifs ou réglementaires. Mais ces dérogations sont dans un monde fini. Ça, on ne peut pas déroger complètement à tout et n'importe quoi. Il y a un peu plus de 100 dérogations, hein, donc le terrain de jeu est assez grand. Il concerne tout le champ de la santé, incluant le secteur médico-social, donc c'est pas seulement le secteur sanitaire. C'est essentiellement des règles financières, mais la dernière LFSS a ajouté des dérogations dans le Code de la santé publique, comme par exemple les conditions techniques de fonctionnement des activités soumises à autorisation. Les expérimentations ont une durée limitée, donc le maximum c'est 5 ans. Il est possible d'utiliser tout le spectre en delà des 5 ans. Et vous avez sur le bas de la diapo les 4 critères principaux de sélection par les ARS et par nous-mêmes pour sélectionner les projets. Donc dans ces critères, je vais peut-être juste insister sur 2. Le critère de reproductibilité ou transférabilité. L'idée derrière ce critère est de sélectionner des projets qui vont être mis en œuvre en Centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, mais qui peuvent avoir un intérêt dans d'autres territoires, ou bien des projets qui traitent d'une pathologie donnée et par exemple d'une maladie chronique et qui peuvent être pertinents pour d'autres. L'autre critère sur lequel je veux m'étendre, c'est le critère d'efficience.
On ne va pas chercher à tout prix à faire des économies, ce n'est pas le sujet. En revanche, on va regarder pour chaque projet l'intérêt pour le système de santé au sens large. Quelle est l'amélioration de la prise en charge, quel est l'impact sur l'évolution de la dépense, et c'est ça qui est derrière ce vocable d'efficience. Le dispositif est extrêmement ouvert, donc je pense que ça fait partie des choses très innovantes du dispositif lui-même, hein, puisque faut le voir comme une boîte à outils qui permet de faire pas mal de choses. Qu'est-ce qu'un projet? Donc c'est un triptyque constitué d'un porteur, il faut quelqu'un qui propose le projet, des acteurs pour le mettre en œuvre et un terrain d'expérimentation. Donc autrement dit, ce n'est pas fait pour des produits, enfin des outils seuls. Hein, ça peut être éventuellement des outils, mais avec des professionnels pour les mettre en œuvre. Et donc il faut un terrain d'expérimentation. Ça ne peut pas être non plus une idée. C'est un paquet avec tout ça. L'ouverture, elle est aussi marquée par le fait qu'il n'y a pas de conditions pour pouvoir proposer un projet. Donc toute partie prenante du système de santé, quelle qu'elle soit, est à même de pouvoir proposer des projets. D'ailleurs, vous allez le voir parce que je vais vous présenter les grandes tendances des projets qui nous sont soumis. On a une grande diversité des porteurs. Pour la formalité, enfin, comment ça se passe, on a des candidatures qui se font en 2 temps, hein, pour permettre l'échange avec les pouvoirs publics. Stéphanie Rist l'a dit, c'est un changement de paradigme, c'est un changement aussi de posture pour tout le monde, pour les acteurs, pour les pouvoirs publics. Et donc le dialogue, le partenariat est primordial pour mener à bien ces projets. Donc du coup, candidature en 2 temps avec une lettre d'intention, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple qui permet d'engager le dialogue entre ARS porteur ou niveau national, donc mon équipe est porteur, selon le champ d'application des projets. Tout ce qui est régional ou infrarégional, c'est l'ARS, l'interlocuteur naturel, sachant que les agences régionales de santé fonctionnent de manière extrêmement étroite avec leurs homologues de l'assurance maladie. Hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est un dispositif qui est coporté État, assurance maladie. Donc là aussi, le partenariat, il est à tous les niveaux et à tous les étages. Autre caractéristique qui fait vraiment partie de l'ADN de ce dispositif, c'est l'évaluation. Tout projet retenu fera l'objet d'une évaluation qui est dimensionnée, hein, et vue en fonction de chaque projet, donc c'est du sur-mesure, et qui est financé par un fonds qui a été créé en même temps, qui finance les prestations dérogatoires éventuelles, mais et également, et surtout, la partie évaluation. Hein, on sait que ça constitue un sujet pour d'anciennes expérimentations qui n'ont pas forcément été évaluées en leur temps. Stéphanie Rist l'a dit aussi, expérimenter, voilà, ça se faisait déjà avant. Il y avait des expérimentations nationales, des expérimentations locales financées par le FIR, d'où le fait que cette boîte à outils, elle sert à tout le monde. Elle permet de faire remonter du terrain des projets, et elle permet aussi toujours au pouvoir public, donc au ministère, à l'assurance maladie, aux ARS, de mener des projets. Et dans ce contexte-là, je le mentionne juste là pour mémoire parce que je n'en reparle pas, on a lancé l'année dernière avec des appels à manifestation d'intérêt, toujours coportés État assurance maladie, 3 appels à manifestation d'intérêt pour tester des nouveaux modèles d'organisation et de financement, hein, qui portent un sur le financement à l'épisode de soins, qui est plutôt centré autour des prises en charge hospitalières, un appel à manifestation d'intérêt inspiré des Accountable Care Organizations des pays anglo-saxons qui, Antoine en parlera sûrement, autour de la responsabilité populationnelle, et le 3e sur de la rémunération forfaitaire collective en ville pour des structures d'exercice coordonné. Donc voilà, ça permet de faire tout ça, et le projet
DIVA que le professeur Giroux vous exposera tout à l'heure. Où on en est aujourd'hui? Donc 2 photos en fin d'année 2018. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un dispositif qui semble avoir rencontré son public. L'année dernière, donc un peu moins de 400 projets formalisés auprès des 17 agences régionales de santé. On a des projets dans toutes les régions. Grosso modo, le nombre de projets est proportionnel à la taille de la région, hein, au nombre de patients à prendre en charge et aux professionnels qui y travaillent. Elle traite dans quasiment la moitié des cas les maladies chroniques et les personnes âgées. Voilà, c'est pas très surprenant. C'est là où on a des sujets de coordination et de coopération entre acteurs. Et dans la moitié des cas, toujours pour 2018 à peu près, c'était des établissements de santé qui étaient à l'origine des projets. Donc là aussi, c'est le secteur. L'année dernière, on avait quelques projets qui concernaient le secteur médico-social, mais les premiers à s'être mobilisés, et aussi probablement parce qu'ils ont les structures pour le faire et l'habitude de porter des projets et de les proposer, ce sont les établissements de santé. Côté national, c'est-à-dire projet qui concerne plus d'une région, la photo est un peu différente, donc un peu moins de 50 projets. Et là, en termes de portage de projets, ceux qui tiennent la corde, ce sont des associations professionnelles qui se regroupent et donc qui concernent plus qu'une région, et les entreprises. Et donc derrière ce vocable entreprise, vous avez toutes sortes de sociétés et beaucoup qui proposent des dispositifs médicaux, des startups, des outils numériques qui sous-tendent des nouvelles organisations. Là aussi, on retrouve maladies chroniques et personnes âgées dans à peu près la moitié des cas. Premier trimestre 2019, donc ça c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est pas tout à fait, donc faut prendre, c'est des orientations, des chiffres qui ne sont non validés, mais je pense qu'ils donnent une bonne idée. La tendance se confirme au premier trimestre, donc on continue les uns et les autres à recevoir des projets, un peu moins de 80 en ARS. La proportion change un peu, c'est-à-dire que là, le nombre le plus important de projets concerne des projets en population générale. Bon, les maladies chroniques viennent pas très loin derrière, ainsi que les personnes âgées, on les a toujours, ils n'ont pas disparu. Mais c'est une tendance qu'on ne voyait pas pour l'année précédente. Et on a un peu plus de projets qui viennent d'autres porteurs que les établissements de santé. Donc voilà, les acteurs de la ville, les associations également, et les établissements sociaux et médico-sociaux. Si je fais l'équivalent des projets nationaux, on retrouve là aussi les associations, les entreprises toujours, et aussi le même phénomène pour la cible principale des projets qui sont de la population générale qui sort avant les personnes âgées et les maladies chroniques. Donc c'est à très grands traits. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la proportion régionale nationale est à peu près la même que l'année dernière. Donc 90% des projets sont déposés en région. Voilà, c'est ce qui était l'intention initiale qu'a souligné Stéphanie Risk et qui se confirme en ce début d'année. Donc pour conclure, finalement, à quoi sert ce dispositif? C'est une invitation à travailler différemment, et pour tout le monde, c'est-à-dire pour les acteurs que vous êtes, pour la majeure partie d'entre vous, mais également pour les pouvoirs publics. Pour qu'un projet arrive à son terme, c'est vraiment une co-construction entre le porteur de projet et son interlocuteur, qu'il soit en ARS ou au ministère ou à l'assurance maladie, à la CNAM. Ça prend du temps. Les changements, c'est assez profond comme changement, donc c'est un changement culturel, ça prend du temps.
Là, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui tiennent le crayon, hein, c'est vous, ce sont les acteurs. Et donc, voilà, à chaque itération, ça demande de revenir à l'ouvrage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peu de projets qui sont déjà autorisés. Hein, on en a eu 3 en 2018, on en a une dizaine qui sont dans le dernier étage, on va dire, de la fusée et qui sont prêts à partir, qui partiront avant l'été. Mais voilà, le message, c'est qu'il faut que tous, voilà, nous soyons relativement patients. Ça percute les organisations, hein, une approche holistique du patient. Ça fait que les organisations, quelles qu'elles soient, les organigrammes explosent. Tous les départements et ministériels ou des agences doivent travailler ensemble d'une façon nouvelle pour arriver à quelque chose de cohérent. Et donc, voilà, ça traduit, hein, je pense, le changement qui est en cours, dont le challenge pour 2019, c'est voilà, de faire sortir un maximum de projets et voilà, pour passer ensuite à la mise en œuvre concrète. Hein. Les premiers projets vont démarrer ce second semestre, mais à chaque jour suffit sa peine, j'ai envie de dire. Merci à tous. Merci beaucoup, Natacha. C'est extrêmement clair et précis. J'aurais bien aimé témoigner, moi, sur la manière dont on aborde le changement dans une ARS, mais mon cher Yannick, c'est ton tour cette fois-ci. Merci Norbert, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer effectivement de donner en complément de Stéphane Iris et Natacha Lemaire comment ça se passe de manière concrète. D'abord, confirmer que effectivement le dispositif a trouvé son public. Alors, quand je dis trouver son public, les gens ils pensent d'abord à une solution territoriale. Le fait de savoir, donc c'est une innovation à laquelle ils pensent, une innovation organisationnelle. Le fait de savoir finalement si c'est article 51 ou pas, honnêtement, c'est pas toujours d'une évidence absolue. Et à la limite d'ailleurs, je dirais, c'est pas tellement le problème. L'essentiel, c'est que le projet soit beau. Donc il y a ce premier sujet qui est de dire, nous avons un projet territorial, donc c'est pas un seul acteur. Donc ce qui doit témoigner aussi d'un certain niveau de maturité organisationnelle locale. Ça veut dire qu'il faut trouver, quand on dit un porteur de projet, il faut trouver en fait un réseau où des professionnels sont prêts à s'engager à la fois en ville, établissement de santé et ou médico-social. Donc la première phase a été effectivement un immense intérêt venant beaucoup effectivement des établissements de santé, mais aussi beaucoup de la ville en fait, hein, qui a vu dans cette possibilité à la fois une manière sans doute d'améliorer le lien ville-hôpital de manière très claire, et y compris entre eux de déroger de manière très claire à la tarification à l'acte, pour entrer dans une approche un peu plus populationnelle. En tout cas, on a eu un certain nombre, on a eu beaucoup de projets en ce sens et on continue à en avoir. Alors, on parlait de l'impact sur les organisations de la puissance publique. Je vais vous dire de la manière dont ça se passe en Agence régionale de santé Île-de-France, mais dans les autres agences, ça se passe de la même manière. Le premier point, c'est évidemment un changement de paradigme, vous l'avez dit. Ça veut dire que nous ne sommes plus là en train de mesurer les écarts par rapport à une réglementation. Vous savez, la fameuse réunion où on présente un PowerPoint et on dit, ben voilà, il faut que vous rentrez dans ce cadre, c'est fini. Donc on est bien dans une démarche de co-construction. Et ça veut dire que le rôle de l'agence et de l'assurance maladie, parce que bien évidemment, le groupe projet, il est immédiatement et de manière consubstantielle ARS, assurance maladie. On va pas séquencer, si j'ose dire. Eh bien, ça veut dire que l'agence, elle doit se poser dans une posture d'accompagnement. D'accompagnement, ça veut dire on doit mettre à disposition des porteurs de projets les expertises dont on dispose, à la fois en termes de parler d'éducation thérapeutique, d'accompagnement thérapeutique, de numérique. C'est pas simple les problèmes numériques, parce que dès qu'on parle coordination des acteurs, il va falloir du numérique pour qu'ils se coordonnent. Dès qu'on parle évaluation, il va falloir des datas, il va falloir les traiter. Donc il y a des problématiques toujours RGPD, enfin de traitement des données qui ne sont pas si évidentes. Bien évidemment, les porteurs de projets, ce ne sont pas des experts
du financement, alors peut-être qu'ils sont des experts du financement de leur secteur, mais certainement pas du secteur voisin, avec lequel de toute façon ils sont obligés de travailler. Donc cette expertise un peu générale, cette culture générale d'ingénierie financière administrative, les agences doivent l'apporter, et comme le soulignait Natacha, dans une unité de temps, de lieu et d'action. Parce qu'on ne va pas faire subir aux porteurs de projets le fait d'aller voir la direction, le département de la prévention, de l'offre de soins, ensuite du médico-social et ensuite la direction des affaires financières, etc. Enfin, donc en tout cas, on essaye, on tend à avoir cette approche un peu projet finalement et d'être en appui, ce qui n'est pas toujours évident, ni dans vos organisations, ni dans les nôtres. Donc, et donc, nous apprenons, nous tâtonnons, et on va même parfois aussi, y compris, parce qu'on sait bien que les porteurs de projets, enfin, en tout cas, en particulier ceux du médico-social ou de la ville, ce ne sont pas enfin, il faut leur apporter, ils ont besoin de ressources propres en termes d'ingénierie du projet. Donc nous, ça nous est arrivé de financer des CDD, enfin, de chefs de projet, de manière à monter les projets, de manière à ce que le projet soit finalisé. Parce que c'est pas si évident que ça pour les acteurs du monde libéral de prendre sur leur soirée pour dire il faut que j'aille voir les hôpitaux, etc. Donc on mobilise toute une palette d'interventions, y compris, Natacha n'en a pas parlé, mais des mécanismes d'incubateurs ou d'accélérateurs dans lesquels on met toutes les parties prenantes de manière à ce qu'on se pose toutes les questions au bon moment, et qu'on ne revienne pas 15 jours après, et puis ça permet aussi d'avoir un échange direct. Donc, moi, ce que je vois également, c'est émerger beaucoup plus de projets émanant du secteur médico-social, et c'est une excellente chose. Enfin, quand je dis médico-social, par exemple, tout ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement, qui sont un sujet très important pour les citoyens. Donc ça commence à émerger, et vous allez me dire à quoi peut servir l'agence sur ces sujets. Vous voyez bien qu'au-delà du cadre juridique de dérogation à la loi aux lois de financement de la sécurité sociale, il faut que l'agence fasse un travail de plaidoyer, y compris vis-à-vis des services de l'État, l'éducation nationale, qui peut être un partenaire extrêmement important dans un certain nombre de prises en charge, et ou bien en lien avec les conseils départementaux, bien évidemment, ou les élus, les maires, sur un certain nombre de projets. Donc l'agence essaye d'apporter son expertise propre, qui est disséminée dans N départements dans une équipe projet unique. Deuxièmement, si on a besoin de mener un travail de plaidoyer vis-à-vis d'autres services de l'État, vis-à-vis des acteurs des collectivités territoriales, on est là également pour ça. Et bien évidemment, on a un lien très fort avec le niveau national qui est associé, qu'on essaie d'associer le plus précocement possible à l'analyse des projets, de manière à ce que le niveau national ne refasse pas une instruction après pour valider les projets régionaux. Néanmoins, et Natacha l'a souligné, ça prend du temps. Parce que, d'abord, ce sont quand même des enjeux importants, des enjeux de prise en charge sanitaire ou en santé au sens large, donc ça peut avoir des impacts sur la vie, sur la mort. On s'aperçoit aussi au quotidien qu'on est dans un cadre avec une complexité juridique, y compris pour la puissance publique invraisemblable, en tout cas qui pose question. On peut se demander qui peut avoir l'ensemble des connaissances permettant de maîtriser ça. Donc nous-mêmes, on est confrontés d'ailleurs à des dispositions qu'on n'avait pas forcément vues ou perçues comme une difficulté, mais par contre que les acteurs, eux, avaient très bien perçu. Donc c'est un travail aussi très lourd que l'on mène sur ces sujets, mais ça prend du temps quand même. Certes, on peut toujours être plus performant, et les porteurs de projets peuvent avoir la perception qu'il y a une espèce de trou noir entre le moment où ils déposent une lettre d'intention et le moment où ils ont une réponse. Ça, c'est vrai. Donc il faut qu'on s'améliore là-dessus. Néanmoins, c'est aussi... Parce que nous, on attend également... Parce que moi, j'ai vu certains porteurs de projets qui venaient nous dire « Oui, mais j'ai d'excellentes relations avec la ville ou médico-social, etc. » Donc je vous assure, il n'y a aucun problème, ils sont d'accord. Oui, enfin, dès qu'il s'agit de signer quelque chose qui va potentiellement modifier leur rémunération
et je pense que, professeur, vous pourrez en parler, c'est pas si évident que ça. Alors, vous êtes sûr? Alors, c'est l'hôpital qui va payer le forfait et donc le libéral, on est tous d'accord là-dessus? Eh ben, ce type de sujet, ils vont payer à combien de jours? Enfin, je dis ça. Ce type de question n'est pas si évident que ça. Donc, c'est aussi pour ça que le projet prend du temps. Mais là, nous avons quand même, va sortir dans les 3 mois, beaucoup de beaux projets. Merci beaucoup Yannick. Il ne faut pas... Enfin, moi, si je peux prendre la parole 2 minutes, je pense qu'il ne faut pas se flageller trop parce que, évidemment, l'innovation et les changements, enfin, tout le monde attend que le monde entier change autour de lui, quoi, hein, sans qu'à aucun moment ça remette son confort et ses habitudes en jeu. Et donc là, on a un travail de pionnier, hein, finalement, hein, où il faut essayer de faire comprendre et ça peut aussi être un prétexte pour mettre les gens ensemble et c'est ça la difficulté, quoi, hein, c'est les gens qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, chacun bien concentré sur son objet et qui décident de mettre en commun un peu d'énergie, de réflexion, de temps, et puis évidemment accessoirement, mais finalement je pense qu'on aura le témoignage, l'argent vient finalement bien après le sujet, c'est bien de modifier l'habitude et ça c'est très difficile, quoi, et c'est très difficile dans les administrations, dans les agences, et c'est évidemment très difficile sur le terrain aussi, donc on a une somme l'ambition est immense, mais l'outil est innovant et puis il faut travailler, quoi, et puissant, ouais, tu as raison, quoi, il faut travailler, ça va être un travail de longue haleine. Donc, cher Antoine, pour le compte de la FEAP, comment est-ce que vous vous êtes organisé et comment vous percevez ce dispositif? Alors, pour répondre, je vais commencer par situer un peu les adhérents de la FEAP pour vous faire comprendre de quelle manière je peux répondre. La FEAP, on couvre tout le champ de la santé. Nous avons des établissements qui ont des activités de centre de santé, donc premier recours, des établissements MCO, des soins de suite, de la santé mentale, de l'HAD, de la dialyse, personnes âgées, personnes handicapées, domicile, on a même des crèches. On couvre donc tout le domaine de la santé. Et donc nos acteurs ne cessent de nous dire qu'ils se plaignent d'un système d'autorisation très cloisonné, on est autorisé pour telle activité et pas telle autre, et d'un système de financement dans les autorisations très cloisonné. Ça, c'est un constat qu'on partage tous. Ceux qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas trop besoin de l'article 51, je dis ça avec beaucoup de relativité, c'était parmi nos adhérents les gros multi-activités. Et on a des associations, des fondations qui recouvrent dans une région ou dans plusieurs régions des activités très diverses et multiples. Et cela, à partir du moment où ils arrivaient, donc du fait de leur taille, du fait de la variété de leurs activités couvertes, et du fait également d'une ou deux ARS, et pourquoi pas avec un département ou des départements, ils arrivaient à contractualiser sur un CEPOM, ils étaient en mesure, dans leur masse globale, par l'intermédiaire de leur CEPOM et des marges de manœuvre internes que ce CEPOM leur permettait de dégager, ils étaient en mesure d'innover. Mais ils n'étaient pas nombreux, en fait. Ils n'étaient pas nombreux parce que on en a quelques-uns, certes, mais la plupart de nos adhérents, ils sont monoactivités et ou petits. Et alors là, le pire, c'est le petit monoactivité, et on plaide, bon, ça c'est un autre sujet, pour qu'il se regroupe, qu'il se massifie, qu'il se diversifie. Ceux-là étaient totalement frustrés et incapables d'agir, y compris lorsqu'ils avaient des partenaires avec lesquels ils étaient d'accord pour le faire. Je prends un exemple dont je parlerai tout à l'heure, l'accès aux soins de la personne handicapée, avec la meilleure volonté du monde, un acteur qui travaille autour de personnes handicapées, même s'il se met d'accord avec un acteur qui travaille sur le soin, ne peuvent pas, à périmètre actuel, améliorer le système parce qu'il y a trop d'obstacles. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, voilà le constat. Et donc, nous avons accueilli cet article 51 avec beaucoup de bonheur, puisqu'il nous donne de la respiration, il nous donne la possibilité de travailler au niveau national, au niveau des régions, en interactivité et avec beaucoup de souplesse,
sur de multiples sujets pour abandonner la logique verticale d'autorisation et de financement pour être dans une logique plus mobile et horizontale autour de la personne actrice de son parcours. Bon, voilà. Et donc, on est tout à fait dans cette logique-là. Alors maintenant, bon, je dois reconnaître que cet article 51 que nous avons beaucoup salué, et là, Natacha et Yannick savent ce que je vais dire, c'est qu'on a été un peu surpris de le voir accompagné d'une circulaire d'une plusieurs dizaines de pages qui encadrait de façon très très précise, et je comprends qu'il faut de l'encadrement, hein, soit clair, mais qui encadrait de façon très précise ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et puis là, au bout d'un an et demi, puisque ça date de la loi de financement de sécurité sociale 2018, au bout d'un an et demi, nous, on constate que ce qui a abouti, il n'y en a pas beaucoup. C'est long, c'est très très long. Et les procédures pour arriver à ce qu'un projet finalisé soit enfin autorisé et puisse partir, c'est parfois plus d'un an. Et donc, voilà, nous, on trouve que le système est long, il est lourd, il est bon, hein, que ce soit clair, il est très bon, mais un petit warning, attention à ne pas décourager les acteurs par un système dans lequel on insiste plus sur, malgré l'innovation, ce qui n'est pas possible de faire, ou ce qui est possible de faire, mais à condition qu'on rentre dans telle case et tel cadre, et qui finissent par décourager les initiatives. Merci beaucoup, Antoine. Antoine, du coup, Antoine. Décidément, il faut être, pour être responsable de fédération, il faut s'appeler Antoine. Alors, merci. Norbert, je pense que ça a été dit, évidemment, à la FHF, ce qu'on demandait depuis des années, c'était de redonner de la confiance aux acteurs, de s'appuyer sur le terrain pour permettre cette transformation du système de santé. Et ça, clairement, l'article 51 le permet. Et je pense qu'il y a aussi, effectivement, ça a été dit, ce changement de paradigme qui est très, très, très important, qui est de dire, mais fondamentalement, ce qui génère, disons, de la performance au sens de capacité à avoir une population en bonne santé, à bien prendre en charge, ce sont les acteurs de terrain et ceux qui touchent réellement aux patients. Et donc, il faut leur donner les moyens de bien faire. Donc, c'est un changement de paradigme très, très, très important. Nous, à la Fédération, on appelait, et là, c'est arrivé. Et ça donne beaucoup de liberté. Après, effectivement, dans le secteur de la santé, comme pour n'importe qui, comme quand on part de chez ses parents, la liberté, c'est bien, mais c'est aussi beaucoup de responsabilité et beaucoup de travail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis tout seul et que je suis plus chez papa, maman? Comment est-ce que je m'organise? Et ça, je pense, ça a été dit beaucoup, le temps que ça prend, la lourdeur parfois. Je pense que, et ça vaut pour tous, en tout cas pour moi certainement, il ne faut pas sous-estimer aussi la complexité d'une approche comme ça, parce que bien sûr, on va avoir des infirmières, des médecins, des directeurs de qu'est-ce qu'on veut, qui ont des super idées. Mais après avoir une super idée de comment, et je pense que vous allez dire, professeur, comment est-ce qu'on peut mieux faire pour ce patient? Mais il y a aussi les dimensions financières, il y a aussi les dimensions d'organisation, il y a aussi les dimensions, et ça, en fait, c'est une somme de compétences qu'on doit assembler sur le terrain qui est colossale. Et je pense aussi pour les administrations, ça demande aussi d'avoir des compétences en face. Donc, c'est plus simplement la capacité administrative à traiter un dossier qui arrive, mais c'est bien l'expertise qui est nécessaire pour dire, mais comment est-ce qu'on appuie ça? Il faut des médecins, il faut des statisticiens, il faut des... Et donc, c'est très, très lourd. Et ça, cette dimension-là de dire, attention, ce sont des projets complexes, c'est pas juste d'avoir des bonnes idées et venez nous proposer nos idées et ça va marcher. Nous, pour vous donner une idée, donc, effectivement, je m'occupe d'un projet au niveau national, dans l'article 51. Effectivement, ça faisait bien 2 ans qu'on travaillait sur le modèle avant même que l'article 51 soit dévoilé. Et je pense que ça va être dit aussi, c'est des projets, ceux qui sont acceptés maintenant, ce sont des choses qui étaient travaillées depuis très longtemps parce que ça demande un travail colossal. Et pour tenir la route, il faut que ce soit très, très bien conçu. Et c'est la même chose aussi pour le terrain, c'est-à-dire qu'on a une idée dans l'absolu en disant « Ah, ce serait bien de travailler avec des nouveaux partenaires ». Mais après, ce travail de sortir, aller voir, les convaincre, comment est-ce qu'on s'organise, c'est un travail très lourd. Donc, effectivement, l'article 51, l'autre chose, vous aurez remarqué à mon accent, je ne suis pas français de l'origine, ce que je trouve remarquable, parce que c'est difficile dans le système de santé français pour les professionnels de santé français depuis des années. Ce qu'on voit, et ça a été dit, le nombre de projets qui ont été soumis, ça montre qu'il y a encore un ressort
énorme chez les professionnels de santé français. C'est-à-dire, si on leur donne la chance de dire, mais trouvez des idées pour améliorer le service que vous rendez aux patients, ils vont répondre présent. Et ça, c'est une force. Souvent, je pense qu'on ne le réalise pas assez, mais le niveau d'engagement des professionnels de santé, qui a en France tout secteur confondu, hein, bon, c'est étonnant. C'est-à-dire avoir 400 projets qui sortent dans très peu de temps, de gens, en fait, dans un dispositif en pratique sur le terrain qui reste malgré tout assez flou, hein, pour les gens qui sont au contact du patient. On dit, ben, il y a l'article 51. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, ça apporte de la crédibilité, le fait de pouvoir se réclamer de la démarche nationale. Donc, dans les réunions avec les partenaires, le fait de dire, ben, on est dans la démarche, donc ça crédibilise le projet. Les gens disent, bon, ben, s'il y a le logo du ministère, ça doit être sérieux. Le niveau de connaissance réelle des mécanismes est assez limité en pratique. Mais simplement le fait qu'on dise, OK, on va se lancer là-dedans, il y a un ressort énorme. Et ça, je trouve que le dispositif, en général, permet d'enfin libérer cette énergie, sachant que c'est une énergie qui doit être canalisée aussi. Donc, c'est un équilibre qui est pas facile à trouver. Et donc, ça, ce que je dirais, moi, si j'avais des collègues qui diraient, est-ce que je dois y aller? Oui. Ce que je disais, mais attention, ne sous-estimez pas la complexité qu'il y a derrière. C'est-à-dire, pensez qu'effectivement, dire, ah ben, moi, j'ai mon idée, puis ça va être réglé dans 2 mois. Non, ça n'arrivera pas. Et probablement que l'idée mérite encore d'être travaillée, incluant chez vous. Donc, c'est clairement, je pense que ça montre, et par ailleurs, de façon générale, en termes de conduite du changement, très clairement, ça montre que c'est la voie à suivre. C'est-à-dire, si on est capable d'avoir 400 projets qui sortent en l'espace d'1 an, ça veut dire que il faut trouver un moyen, et ça, c'est le pouvoir national à l'État, de dire comment est-ce qu'on canalise cette énergie de façon productive pour générer vraiment une transformation pour tous. Parce que pour le moment, c'est beaucoup des idées locales. Comment est-ce qu'on prend cette énergie qui existe, et ça dont on peut être fier, pour vraiment créer ce nouveau système. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire en première intention. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Il faut l'applaudir. Merci. Là. Bon, écoutez, est-ce que on a eu un premier tour académique là, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que sur ce qui a été présenté, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur, je vous en prie. Est-ce qu'on a la capacité là? Oui, bonjour, je suis directeur donc d'EHPAD public. On a bien compris à travers votre présentation la philosophie du projet. Par contre, j'aimerais que vous soyez un peu plus précis pour les futurs porteurs de projets. On sort effectivement d'une logique d'autorisation, mais pour pouvoir porter un projet, il faut quand même l'inscrire un petit peu dans la durée. Pour qu'il soit équilibré sur le plan financier, il faut qu'au moins on puisse l'amortir sur plusieurs années, notamment si ça induit des constructions, etc. Et donc, est-ce qu'on est uniquement, je dirais, dans des projets qui vont être autour, qui n'induisent pas de projets immobiliers, donc à savoir plus de la coopération, du partenariat, etc. Ou est-ce qu'il y a une place, par exemple, moi je pense au type de maison partagée, hein, qui a été assez médiatisé avec des reportages, etc. Ou de structures, par exemple, de places d'accueil d'urgence par rapport aux personnes âgées, comme ça existe par exemple dans le cadre de la protection de l'enfance, hein, sur ce type de projet-là, qui nécessite donc des places, donc des autorisations ensuite pérennes. Comment ça fonctionne concrètement? J'ai entendu dire que c'est sur 5 années qu'à peu près ça peut être financé, mais parfois il faut un peu plus de 5 années pour rentabiliser, entre guillemets, les investissements que vont apporter les acteurs qui portent le projet. Alors, au risque de vous décevoir, ce n'est pas un dispositif pour construire des murs. On est vraiment dans de l'organisation entre professionnels et donc effectivement pas dans ce champ-là. Ce dispositif ne permet pas d'avoir des autorisations dont on ne dispose pas déjà. On est vraiment sur un autre plan. Donc voilà, probablement c'est que nous n'avons pas été suffisamment clairs les uns et les autres, enfin surtout moi, mais
Un projet organisationnel, voilà, c'est plutôt dans le cadre des murs existants. Le fonds, hein, le fonds de l'innovation du système de santé, il a été doté de 30 millions d'euros pour cette année. Voilà, c'est pas avec ça qu'on... Là, on est dans la transformation des pratiques. C'est plutôt ça qu'on vise. Donc, s'il faut des investissements avec des murs, ça se fera ailleurs. C'est pas d'ailleurs, on peut avoir des projets avec de multiples sources de financement. Hein. Ça ne permet pas de tout. On ne peut pas tout faire avec l'article 51. Voilà, il est fait pour des organisations innovantes et pour de la prescription de produits, de la pertinence de prescription de prise en charge des produits de santé. Voilà, on ne peut pas lui faire autre chose. Il n'est pas fait pour ça. Et déjà, voilà, il faut qu'il arrive à produire ce pourquoi il est destiné en première intention. Mais c'est vrai qu'on est tenté d'obtenir par ce biais-là ce qu'on n'a pas eu dans le système de régulation traditionnel d'autorisation ou de capacité d'investissement. Mais, monsieur. Mazen Elzabi, LFB. Ma question concerne les produits de santé. On a beaucoup parlé d'acteurs de santé et d'une nouvelle organisation avec une fluidité entre probablement aussi le parcours de soins en arrière-plan. Ma question, c'est de savoir comment les produits de santé qui sont aujourd'hui prescrits à l'hôpital, dans un parcours hôpital-ville, seront pris en charge. Alors effectivement, on a un certain nombre de projets qui concernent les... Donc dans les produits de santé, là vous visez plutôt les médicaments, je suppose. Donc on a beaucoup de projets de coopération ville-hôpital. Voilà, puisque la coordination, la coopération est vraiment le cœur de ce dispositif. En termes de dérogation possible, on ne peut pas encore voilà, tout faire, mais probablement, je pense que c'est un dispositif qui va vivre dans le sens où les dérogations ont été étendues dans cette LFSS, et au gré des projets, on s'aperçoit que voilà, il y a des projets qui sont extrêmement pertinents et qu'on souhaiterait accompagner et pousser, mais qui ne disposent pas de la base légale nécessaire pour le faire, et auquel cas, voilà, on ne s'interdit pas à l'avenir de disposer de davantage de dérogations. Je vous dis ça parce que pour les produits de santé, les dérogations sont essentiellement du côté de leur financement, côté Code de la sécurité sociale. Or, les règles d'organisation sont essentiellement côté Code de la santé publique. Donc si je vous parlais, j'imagine que vous visez les PUI, hein, les pharmacies hospitalières, et aujourd'hui, dans la base légale qu'on peut mobiliser, la seule dérogation concerne les dialysats. Donc si on veut pouvoir déroger à autre chose qui concerne tout ce qui gravite autour des pharmacies intérieures, il faudra y revenir. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là. Donc oui, je vois Loïc Geffroy soupirer. Notre système est extrêmement compliqué. Hein. Voilà, il est le fruit d'une histoire, de multiples législations, et on a énormément de règles. Voilà. Ça permet, d'ailleurs, c'est un excellent observatoire du système, et voilà, de ce qu'a dit Yannick, hein, de ce qu'il faut arriver à appréhender dans sa globalité pour pouvoir prendre en charge les patients. Merci. Bon, si c'est une toute dernière, tout au fond, et ensuite, Monsieur Giraud, si vous voulez bien commencer je ne sais pas s'il y a de la manip à faire sur l'ordinateur ou. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Juste une question concernant l'évaluation de ces projets. Donc, personnellement, je suis porteur d'un projet, mon établissement aussi, concernant les soins critiques. C'est un sujet d'actualité avec la préparation des décrets. C'est un projet qui semble correspondre aux critères que vous avez énoncés, avec un changement d'organisation au sein
des soins critiques et puis une articulation du parcours de soins à l'issue de ce séjour avec d'autres professionnels, dont des psychiatres par exemple. La question est la suivante. Est-ce qu'il est recommandé d'inclure dans le projet tel qu'il sera soumis toute la partie d'évaluation, et notamment l'évaluation, par exemple, en l'occurrence du projet à 1 an, ce qui représente évidemment un coût supplémentaire, ou est-ce qu'au contraire, c'est le financeur qui souhaite lui-même, dans un projet qu'il ne maîtrise pas au départ, assurer cette évaluation? Merci pour votre question. Ça me permet d'aborder un sujet que je n'ai pas du tout développé. Donc, l'évaluation côté porteur, y compris d'ailleurs pour les centres hospitaliers universitaires, ce qui n'est pas toujours simple, consiste à faire des propositions dans le cahier des charges, qui peuvent être plus ou moins poussées. Mais en tout cas, l'évaluation, elle est du ressort d'un binôme constitué, elle est sous la responsabilité de la CNAM et de l'adresse, et elle est assurée par des prestataires externes. Donc, dans tous les cas, un porteur ne peut pas assurer sa propre évaluation. Pour ce faire, donc, vous avez vu beaucoup de projets, et beaucoup de projets, c'est très hétérogène. Le cadre étant ce qu'il est, extrêmement ouvert. Vous avez des petits projets sur des sujets très spécifiques, des projets beaucoup plus vastes qui embrassent des populations plus nombreuses, et tout ça doit se faire dans le même cadre évaluatif. Ce qui fait que, pour ce faire, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, un marché cadre a été publié fin avril pour constituer un pool d'évaluateurs qui va être possible de mobiliser au cas par cas. Donc les évaluations, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, elles sont sur mesure, elles sont définies projet par projet en fonction des objectifs poursuivis, des caractéristiques propres à chaque projet, et ensuite l'évaluateur sera sélectionné dans la majeure partie des cas dans le cadre de ce marché cadre. Merci beaucoup. Monsieur Giroux, je pense que le moment attendu de l'incarnation de tout ça dans une réalité. Merci beaucoup de me permettre d'exposer DIVA, et je remercie aussi le Conseil national stratégique d'innovation en santé et Madame Natacha Lemaire d'avoir étudié et labellisé ce projet DIVA. Alors DIVA, ça veut dire Dijon Vascular Project, c'est un label, c'est une alliance qui est vieille de 10 ans, et monsieur Olivier Boyer, qui était directeur de l'agence à l'époque, connaît ce montage. Effectivement, nous sommes associés avec les cardiologues et les neurologues de Dijon et de Côte d'Or pour associer et mettre en commun nos pratiques de soins, des prises en charge communes, une formation commune et surtout une recherche commune sur l'épidémiologie, si bien qu'actuellement Dijon est un observatoire sur le plan épidémiologique, car c'est un registre de population sur l'AVC et l'infarctus du myocarde financé par l'INSERM et Santé publique France. Et donc c'est à ce titre qu'effectivement, avec l'Agence régionale de santé, nous travaillons depuis maintenant une dizaine d'années avec des réseaux de soins cardiologiques et neurologiques permettant effectivement d'associer la prise en charge de 2 maladies qui jusqu'à maintenant étaient bien séparées, bien cloisonnées. Non, nous avons mis dans un panier commun ces 2 pathologies. Alors pourquoi avoir porté DIVA? Pourquoi avoir inventé le suivi de ces patients et pourquoi le faire de façon pluriprofessionnelle? Alors, je crois que c'est important de rappeler que infarctus du myocarde et AVC, c'est une seule et même maladie, c'est l'athérome, lié à des facteurs de risque qui sont communs en plus. Les complications c'est l'ischémie, donc un processus physiopathologique identique. La même prévention est reconnue, le traitement de l'hypertension, le cholestérol, le diabète, la place des antiagrégants plaquettaires, l'aspirine entre autres. La phase aiguë, c'est la même, c'est l'appel au 15, c'est le shunt des urgences et l'arrivée directe dans les USI NV et les USIC qui permettent d'avoir effectivement, je vais en parler, une mortalité extrêmement basse le premier mois.
Et puis, on connaît les interactions réciproques de ces deux maladies. 30% des patients vont avoir les deux maladies de façon synchrone ou différée dans le temps, AVC et infarctus du myocarde. Donc voilà, le rationnel, il était important de pouvoir marier ces deux maladies. L'autre problème, il est vraiment un problème de santé publique. Justement, à partir de notre registre de population AVC infarctus, on a pu modéliser l'évolution qui est devant nous, c'est-à-dire c'est un véritable tsunami en termes d'augmentation du nombre d'AVC et d'infarctus myocarde, et ceci pour plusieurs raisons. Et ce sont des données qui sont tout à fait récentes et confirmées par les données de Santé publique France qui montrent que chaque année, il y a plus de malades hospitalisés pour infarctus et AVC. Alors parce qu'on les diagnostique plus facilement? Non, pas uniquement cela. 4 raisons, 4 causes pour expliquer l'augmentation du nombre très important d'AVC et d'infarctus. Première raison, vous l'avez évoqué, Madame le maire, c'est le vieillissement de la population. Il est vrai que ces deux maladies sont âge dépendantes, et comme la France c'est un pays remarquable, on ne le souligne pas assez, nous avons une longueur de vie extrêmement longue, avec une qualité sanitaire, et on va dire socio-économique, là aussi, tout à fait remarquable. Donc là, c'est un problème qu'on ne peut pas gérer. Le vieillissement de la population, malheureusement, est un facteur d'augmentation de ces deux maladies. Surtout, une deuxième raison, c'est l'arrivée des baby-boomers, et j'en fais partie, nés dans les années 50 et qui vont arriver dans les tranches d'âge où nous avons les facteurs de risque favorisant malheureusement l'infarctus et l'AVC. La troisième raison, c'est Dijon qui l'a montré en premier sur le plan bibliographique dès les années 2014, donc c'est déjà assez vieux. Nous avons montré qu'en 20 ans, il y a eu un doublement de l'incidence des AVC et des infarctus myocarde chez les jeunes de moins de 55 ans. Et ça, c'est nouveau. Et les données de Santé publique France ont confirmé cela sur le plan national. Et maintenant, on sait que c'est le propre des pays développés, l'Europe, les États-Unis et l'Australie. Mais donc, je rappelle qu'effectivement, ce registre, cet observatoire dijonnais a permis de révéler très tôt cette donnée. Alors, là aussi, c'est un vrai problème de santé publique. Pourquoi les jeunes sont maintenant soumis à ces deux maladies? Et quand je dis jeunes, c'est dès l'âge de 18 ans. Nous allons retrouver le tabac, surtout chez les jeunes filles. Le cannabis, et on sait que la France est le pays qui est le premier consommateur de cannabis en Europe. Et on sait que le cannabis donne des AVC et des infarctus, non pas par athérome, mais par spasme des artères saines, justement parce qu'ils sont jeunes. Il y a aussi sans doute l'hypertension négligée, parce qu'on pense que l'hypertension, c'est pour les grands-parents. Pas du tout, ça commence dès l'âge de 20 ans, l'incidence augmente. Il y a aussi l'alimentation riche en les fast-foods, riche en graisse et en glucides, et puis les boissons sodées. Donc tout ce cocktail fait qu'effectivement on assiste à une augmentation de l'incidence des AVC du jeune. Donc on a intérêt effectivement sur le plan national à bien prendre en charge cette maladie. Et puis enfin, je dirais la rançon des progrès médicaux, c'est qu'effectivement avec moins de morts en phase aiguë, pour l'AVC et l'infarctus myocarde, on a donc un nombre de survivants qui augmente, bien entendu, mais malheureusement avec des séquelles, et ces séquelles, on va le retrouver dans l'explication effectivement du problème que nous avons identifié dans le suivi des AVC et des infarctus myocarde. Alors effectivement, si en France, le point fort en termes d'urgence, et là aussi on ne le souligne pas assez, malgré la crise des urgentistes actuellement, la prise en charge des AVC et des infarctus du myocarde est un modèle sur le plan européen, grâce à l'appel au 15, un numéro unique, grâce au SAMU, qui est remarquable là aussi, grâce au transfert rapide entre le domicile et l'hôpital de proximité, avec l'apport important de la télémédecine et de la télé-AVC. L'entrée de ces malades directement dans les unités de soins intensifs cardiologiques et neurovasculaires. On arrive actuellement, et les données sont françaises, et je dirais en Europe, avec les Allemands, nous sommes le pays où on a un taux de mortalité extrêmement bas, 9% au premier mois. Je pense qu'on ne pourra pas descendre en dessous. Il y a 20 ans, nous étions à 25% de mortalité le premier mois. Donc vous voyez le progrès énorme. Alors bien sûr, il y a l'organisation des soins. Il faut le souligner. Il y a aussi les thérapeutiques nouvelles, la fibrinolyse, la thrombectomie qui marche pour le cœur et le cerveau. Donc tout ceci fait qu'effectivement, grâce à une organisation des soins en phase aiguë en France, nous avons ce résultat remarquable. Par contre, je dirais, mon optimisme s'arrête à ce niveau-là, car quand on voit effectivement ce qui se passe après, alors il est vrai que 30% des AVC et des infarctus vont en service de rééducation,
30% seulement, c'est pas assez. Donc là, il y a un problème sans doute d'accès à des lits disponibles. Il y a les EHPAD qui vont prendre effectivement les patients âgés avec des séquelles lourdes, 5%. Et puis une grande majorité, 65%, retournent à domicile. Et c'est là qu'effectivement, nous avons un problème dans la qualité du suivi. C'est que 33% de ces patients rentrent à domicile, vont revenir à l'hôpital. En général, c'est le samedi soir à minuit quand il n'y a plus de lit, après un AVC, et 25% après un infarctus du myocarde. Donc il y a bien un problème dans la qualité de ce suivi. Et c'est là que nous avons émis des hypothèses et envisagé une réinvention de ce suivi pour justement faire baisser ce risque de réhospitalisation. Essentiellement les réhospitalisations non programmées. Et c'est là-dessus que va porter effectivement le projet DIVA. Alors les moyens, c'est faire intervenir, alors bien sûr les médecins généralistes, mais on sait que nous avons beaucoup de déserts médicaux. La médecine générale est peu attractive dans nos facultés de médecine. Nos jeunes préfèrent les disciplines attractives pour plusieurs raisons. Donc malheureusement, la médecine générale en paye un lourd tribut, si bien que nous avons pensé aux infirmières. Et pour ceci, nous avons fait une étude préliminaire avec un suivi rapproché des infarctus et des AVC, simplement par un suivi téléphonique par les infirmières à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Et là, on a constaté qu'effectivement, il y avait une tendance à voir diminuer le nombre de hospitalisations non programmées. Alors bien sûr, c'est une étude sur 2 ans, c'est pas suffisant. La tendance n'est pas significative sur le plan statistique, mais au moins pour nous, ça a été un point très important rendant notre projet crédible. C'est que l'infirmière, quand elle est formée, elle est capable effectivement de détecter les risques de récidive et surtout de détecter les complications de l'infarctus et de l'AVC. Donc on est parti là-dessus en se disant, comme le maximum de complications et de réhospitalisation, c'est dans la première année, nous allons faire un suivi intensif tous les 3 mois, à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois, et puis tous les 6 mois la deuxième année, parce qu'effectivement le risque diminue à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième acteur qui nous a semblé important, c'est le pharmacien. Le pharmacien, parce que pour infarctus myocarde et AVC, une des complications majeures, c'est la iatrogénie. Soit les anticoagulants sont sous-dosés, soit malheureusement ils sont surdosés avec les risques d'hémorragie digestive, mais pour nous les hémorragies cérébrales. Donc le pharmacien est inclus dans ce projet et lui aussi va intervenir dans la première année. Derrière tout cela, effectivement, l'infirmière et le pharmacien, quand ils vont noter un problème, ils ne vont pas appeler le cardiologue ou le neurologue, ils vont appeler avant tout le médecin généraliste qui n'est pas exclu dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'URPS médecine générale a signé effectivement dans DIVA parce que ils vont être un des acteurs dans la surveillance de ces 2 acteurs professionnels associés, l'infirmière et le pharmacien. L'autre point, c'est qu'on a parlé effectivement du cloisonnement ville-hôpital. Là, véritablement, DIVA est un bon modèle du décloisonnement entre la ville et l'hôpital parce que nous allons faire intervenir de façon alternée des consultations à l'hôpital avec une infirmière dédiée, l'infirmière hospitalière, et puis les 3 mois suivants, ça sera une infirmière libérale. Donc là aussi, les URPS d'infirmières libérales ont signé dans DIVA et de façon alternée. À chaque trimestre, nous changerons de type de professionnel, ou du moins de pratique. Ce sera le même métier, mais ça sera tantôt une hospitalière, tantôt un libéral. Pour les pharmaciens, c'est pareil. Alternance entre les pharmacies hospitalières et les pharmacies de quartier. Donc on voit qu'effectivement la population va être intéressée parce qu'il y aura un suivi à domicile, et ça c'est assez intéressant. Donc là, vous avez ce qui va se passer le premier mois. Alors surtout à la demande des cardiologues et des généralistes, nous allons faire passer les infirmières libérales dès la première semaine à l'arrivée au domicile parce que c'est là que se posent des vrais problèmes d'adaptation vis-à-vis du domicile qui n'est pas adapté à l'insuffisance cardiaque ou à l'hémiplégique. Il y a des problèmes médico-sociaux, donc c'est là qu'effectivement cette infirmière libérale va intervenir. Elle va revenir de façon systématique à la 2e, à la 3e semaine pour régler ces problèmes d'adaptation à domicile, d'adaptation thérapeutique. J'ai des gens âgés qui ne comprennent pas forcément rapidement la dangerosité et le bon usage des médicaments. Et puis au premier mois, tout le monde revient à l'hôpital, donc le patient, il sera revu par l'infirmière hospitalière en duo avec le cardiologue et le neurologue pour bien mettre au point cette surveillance intensive qui va commencer. Effectivement, là, vous avez le chemin entre 3 mois et 24 mois. Donc à 3 mois, on revient à l'hôpital, c'est l'infirmière hospitalière et son neurologue ou cardiologue. À 6 mois, c'est... Alors à 6 mois, pour l'AVC, c'est le retour à l'hôpital parce que ça fait partie d'un décret, et il a été le bienvenu en 2015, une obligation de revoir tous les AVC entre 3 et 9 mois. Donc à Dijon, on a pris 6 mois, c'est une bonne moyenne. Donc là, le malade va revenir à l'hôpital. À 9 mois,
À 9 mois, on est à l'hôpital, mais en alternance avec la ville, tandis qu'à 12 mois, on va rester en ville, à domicile, retour à domicile, 18 mois, retour à domicile, et 24 mois, retour à l'hôpital, cette fois-ci pour clore le dossier, parce qu'effectivement, derrière cette étude, il y aura une évaluation médico-économique qui va être confiée effectivement à une structure extérieure, et c'est tout à fait normal, et on va collaborer avec cette future structure, parce qu'effectivement, par rapport à ce suivi intensif, alterné entre l'hôpital et le domicile, entre infirmières, pharmaciens, médecins généralistes et derrière les spécialistes, il y a un bras habituel qui permet effectivement de pouvoir comparer ce qui se passe entre le suivi recommandé actuellement en Europe et donc en France, à la fois pour l'infarctus et l'AVC, et nous allons pouvoir comparer le nombre d'hospitalisations programmées et non programmées dans ces deux bras, voir, je dirais, l'efficience médicale, à mon avis, on l'aura parce que déjà notre étude préliminaire a montré que les infirmières, par un suivi téléphonique, déjà étaient efficaces. Par contre, sur le plan médico-économique, on pense que là, effectivement, la diminution du nombre de réhospitalisations, qui sont en général des réhospitalisations beaucoup plus longues, qui consomment beaucoup plus de ressources à la fois humaines et logistiques. Plus d'IRM, on refait les IRM, on refait les échographies, on refait les IRM cardiaques qui se font maintenant. Et puis, elles sont plus coûteuses parce qu'effectivement, le malade va rester plus longtemps, il va consommer plus. Et puis, en sortant, il y aura plus de séquelles qui vont être plus lourdes à prendre en charge à domicile avec les infirmières, la HAD. Bref, il faut éviter ces réhospitalisations non programmées pour justement améliorer le gain économique entre ces deux bras. Alors ensuite, sur l'expérimentation, on a parlé des GHT et nous sommes en plein dans la thématique d'aujourd'hui. C'est notre GHT Côte d'Or Sud-Marnais qui est original. C'est le seul GHT en France à être birégional. Il est à cheval entre la Bourgogne-Franche-Comté, la Côte d'Or, et la région Grand Est avec le Sud-Marnais, Chaumont et Langres. Car effectivement, ces deux villes sont à 3/4 de Dijon et pour la prise en charge des AVC, qui est une course contre la montre, c'était le rationnel évident. Et donc, vous voyez que les deux agences régionales ont collaboré, et c'est l'agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté qui est porteur de projet. Alors, à Dijon, nous avons deux hôpitaux, et ça, je tiens à le souligner parce que c'est très intéressant. Nous avons bien sûr le CHU qui porte le projet, et je remercie Madame Beau, qui était vraiment à l'initiative de DIVA initialement, et puis Madame Baye, qui est maintenant la nouvelle directrice générale du CHU. Et parallèlement, à Dijon, nous avons un hôpital privé, qui est la somme de plusieurs cliniques, qui est assigné là aussi dans ce projet DIVA. Donc on est ravis. C'est un hôpital surtout orienté sur l'infarctus, beaucoup moins sur l'AVC, parce que l'AVC demande effectivement des structures lourdes et pluriprofessionnelles. Ensuite, nous avons la ville de Beaune, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine, Chaumont et Langres. Donc c'est relativement limité en hôpitaux, mais le deuxième intérêt, en plus d'être birégional, c'est que c'est un GHT qui va permettre d'étudier ce processus à la fois dans un milieu urbain, je pense à Dijon et à Beaune, mais surtout dans un milieu rural. Car si vous venez dans notre belle région, vous verrez qu'effectivement, là aussi, on a des déserts médicaux. À l'entrée de plusieurs villes ou villages, on a SOS, on recherche un médecin. Donc voilà, on va démontrer que ce processus, bien sûr, va marcher dans un milieu urbain, on aura plus de facilité, mais surtout dans le milieu rural, grâce justement à l'intervention des infirmières libérales à domicile et des pharmaciens de quartier qui pourront aussi aller à domicile. En termes de crédibilité, de faisabilité, je réponds à Madame le maire, justement, nous avons les moyens d'avoir nos nombres de patients qui, sur le plan statistique, sont nécessaires pour montrer que ce sera significatif. Donc, on va recruter 430 AVC et 430 infarctus dans le bras intensif et le même nombre dans le bras habituel. Et on a les moyens, effectivement, d'avoir de tels effectifs parce que chaque année, nous avons 1500 AVC dans ce GHT et 1600 infarctus du myocarde. Donc, on s'est donné 3 ans pour recruter ces 1760 patients. En 2 ans, on aurait pu les faire, mais on a préféré se donner 1 année supplémentaire pour avoir un recrutement, non pas dans l'urgence, dans la précipitation, mais pour véritablement avoir des données de qualité sur le plan clinique et sur le plan financier et sur le plan statistique. Alors, les autres innovations, on parlait effectivement rémunération au forfait. Donc, on va expérimenter cette rémunération en prenant en compte effectivement le financement des consultations de l'infirmière et du pharmacien. Donc, DIVA est une reconnaissance justement des consultations nouvelles pour ces métiers nouveaux qui sont les infirmières qui pourront consulter et puis les pharmaciens. On a estimé le coût sur lequel je ne reviendrai pas effectivement, mais qui a été mesuré avec l'assurance maladie locale. Donc là aussi, un autre partenaire très important dans l'édification, la rédaction de ces projets.
L'autre innovation, elle est numérique, effectivement, et là encore une fois, l'Agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté a énormément joué pour nous donner un outil permettant deux choses. Premièrement, permettant d'échanger des informations de tous ces professionnels qui vont être dans la filière, l'infirmière qui va mettre son mot, le médecin généraliste qui va noter que tout va bien, ou au contraire, il y a un problème, il faut qu'il passe la soirée dans cette famille. Donc ça, c'est le premier avantage de Ethics. Le deuxième avantage pour nous, pour DIVA, c'est qu'il permet de coordonner le suivi des patients. Effectivement, on va pouvoir programmer directement sur Ethics les consultations suivantes qui seront plus ou moins rapprochées en fonction de l'état du patient, là aussi pour éviter la réhospitalisation le samedi soir quand personne n'attend le patient. Donc ça, là aussi, l'agence est un autre acteur majeur si vous voulez réussir vos projets dans l'article 51. Et l'évaluation médico-économique, effectivement, c'est l'aboutissement de ce projet. On voulait qu'il soit complet, à la fois évaluation médicale, mais surtout évaluation médico-économique. Alors, en conclusion, le projet DIVA, c'est vraiment la conjugaison de ce qu'on peut faire en soins de proximité et de soins de recours, mais grâce au décloisonnement des pratiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir, casser les murs de l'hôpital et aller chez les libéraux, d'où l'intérêt là aussi d'avoir la signature des différentes URPS qui sont ravis d'ailleurs d'être reconnus dans leurs fonctions et d'être reconnus dans leur métier et dans leur pratique. On peut penser aussi, on le verra quand on aura conclu, que DIVA peut être un modèle pour le suivi des maladies chroniques. On peut l'appliquer dans d'autres pathologies. On peut l'appliquer, on va le voir, dans les deux régions, donc pourquoi pas dans l'ensemble du territoire français. Ce que j'ai ressenti, moi, c'est que ça donne vraiment du sens au métier de nos collègues, et surtout les métiers nouveaux, l'infirmière qui va devenir bientôt une IPA, et puis le pharmacien qui va pouvoir faire là aussi des consultations. Donc, moi, je dirais, il y a un enthousiasme derrière tous les projets qui nous sortent de notre quotidien, de nos stress quotidiens. Le fait d'avoir ces ouvertures, c'est stimulant, voilà. Donc, le décloisonnement, j'en ai parlé. Et puis, un petit mot sur le GHT, parce que en même temps, je suis le président du collège médical du GHT 2152. Donc, j'ai trouvé que là aussi, derrière la morosité ambiante qu'on connaît en France actuellement, le fait d'inviter nos collègues et nos hôpitaux et nos libéraux dans des projets communs, ça donne du sens au GHT. Ce sont des projets concrets. La population est ravie de voir que ça bouge. Et je vais vous donner un exemple. En décembre, on a fait un article dans le quotidien local de Dijon qui s'appelle Le Bien Public. Et on a sur une page décrit DIVA. Et bien, dans la semaine qui a suivi, on a eu à peu près 30 à 35 appels téléphoniques de Dijonnais et de Côte-d'Orient et de Sud-au-Marnais qui voulaient rentrer dans DIVA immédiatement. Alors, je leur ai dit non, faites votre infarctus ou votre AVC en septembre parce qu'on commence le 9 septembre prochain. Donc, ils vont attendre. Donc, pour vous dire que la population est ravie et avide de voir qu'effectivement, on peut s'occuper d'eux sans aller à l'hôpital, mais avec une expertise hospitalière déléguée sur le terrain local grâce justement à l'adhésion, à l'alliance entre nos différentes pratiques professionnelles, nos différents statuts. Oui, alors je rappelle pour conclure effectivement pardon, c'est dommage. Bon, c'est oui, c'est celui-ci. Ben, c'est la synthèse de ce que je viens de montrer, pour montrer qu'effectivement, on prend en charge 2 maladies cette fois-ci. Là aussi, c'est original. C'est un suivi intensif sur 2 ans. Place des infirmières et des pharmaciens, hospitaliers libéraux. Le médecin généraliste est au cœur du système, encore une fois, et le spécialiste est en recours. C'est un GHT, là aussi original, j'en ai parlé. La plateforme numérique Ethics, c'est une autre expérimentation en cours, mais qui va être là aussi évaluée et valorisée par DIVA. Le financement au forfait et puis l'évaluation médico-économique. Alors pour terminer, j'espère qu'elle y est, cette diapositive. Oui, elle y est. Pour parler des clés de réussite. Alors je dirais, en premier, il faut des acteurs de santé qui aient noté un problème. Ça, c'est important, d'où l'intérêt d'avoir des registres. Hospitalier, c'est bien, mais de population, c'est mieux. De travailler avec Santé publique France, qui donne des données locales extrêmement crédibles. Il faut aussi tous les acteurs de santé, donc les médecins, qui soient hospitaliers libéraux, les paramédicaux, le pharmacien, l'infirmière, c'est très très important. Il faut aussi que ces soignants soient en lien direct avec la population, ça c'est important. Avec les élus locaux, là aussi, qui attendent ce qu'on peut faire, et l'article 51, ils connaissent maintenant dans notre département 21 et 52. Le deuxième acteur important, bien sûr, sont les directions générales des hôpitaux, et je salue Madame Beau, l'ancienne directrice de Dijon, et Madame Baye maintenant, qui vont nous accompagnent et nous portent dans la mise en place en septembre prochain. Et puis surtout, vraiment
le rôle majeur, et je remercie notre agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Priby, le directeur général, Monsieur Olivier Aubrecht, qui a travaillé avec vous, et puis Cécile Lumière, qui travaille encore avec vous, sans oublier l'assurance maladie. Donc voilà, en quelque sorte, le cocktail heureux, on va dire, qui doit être vraiment mis en lien. Donc vous parliez de la confiance, il faut une confiance mutuelle, c'est vrai, il faut une connaissance du problème, il faut une ancienneté aussi dans la connaissance du dossier et du problème. On a mis quand même 1 an et demi à aboutir à ce projet, donc ça prend du temps, il faut du monde. Alors je dirais, il faut être enthousiaste, et puis c'est important de sortir de notre quotidien par des actions dont le retour immédiat, c'est avant tout le patient et nos régions rurales, et la Bourgogne est bien placée pour parler de régions rurales. Venez visiter la Bourgogne, le vin reste bon. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, alors, attendez, on la garde, on la prendra tout à l'heure, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci infiniment, Monsieur Giraud. On va reprendre notre discussion. C'est un formidable plaidoyer pour votre territoire et les pathologies dont vous vous occupez, ce que vous l'avez dit, hein, c'est peut-être une incitation finalement, en tout cas à avoir ce genre de problème chez vous. Bon, je pense vous avez un projet extrêmement complexe, un projet très ambitieux, très complet, qui, on voit bien, met en alignement tous les dispositifs qui font l'organisation du système et la dynamique de l'évolution du système, les GHT, la coopération, le financement, le digital, les systèmes d'information. Vous voyez, donc vous tirez le meilleur profit de tout ça. Je pense qu'il faut que chacun retienne qu'on n'est pas obligé non plus d'aller à ce niveau d'intégration et de complexité pour entraîner le changement, mais ça témoigne aussi du fait que malgré tout, c'est possible de faire le très gros projet. Bon, il nous reste peu de temps. Je pense qu'on voulait, et c'est important, consacrer une partie de cette table ronde à finalement que les opérateurs puissent dire ce qu'on attend de l'avenir maintenant, puisque la dynamique est forte. En ce moment, on est en pleine discussion d'un texte, d'une réforme du système de santé. On est une année d'exercice. Je pense que tout le monde est très motivé. On l'a bien compris. Maintenant, qu'est-ce que vous, les uns les autres, vous attendez? Et puis, Natacha, Yannick et Stéphanie, à quoi on peut s'attendre, en gros, dans les mois qui viennent? Alors, moi, je voulais d'abord vous féliciter, monsieur, parce que votre projet et la manière avec laquelle vous l'avez présenté, vous montrez que l'article 51, ça n'est qu'un outil juridique et financier à un changement culturel. Et on n'a pas assez insisté depuis le début de cette table ronde, et je le regrette en tout cas pour ce qui me concerne. Le sujet est avant tout le changement culturel des acteurs. Et l'article 51 ne peut rien s'il n'y a pas au préalable ce changement culturel des acteurs. Et là, je plaide coupable d'emblée. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme chirurgien à l'hôpital public. À l'époque, quand j'ai démarré ma carrière, je considérais, et tout le monde considérait autour de moi, et ça ne posait de problème à personne, et en particulier pas à moi, que mon activité chirurgicale était organisée autour de moi. Que c'était moi qui décidais, que c'était moi qui faisais, que j'étais le centre de gravité, et que les gens faisaient ce que je disais qu'il fallait qu'ils fassent. En particulier, en premier, la personne qui venait me voir pour se faire opérer. Je frémis un petit peu quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, en voyant comment j'ai travaillé, mais n'empêche que c'était un peu l'époque. Et on voit ce que vous proposez, où très clairement, et c'est la condition de la réussite, le règlement c'est une chose, le financement c'en est une autre, mais la clé de la réussite, c'est le changement culturel des acteurs. On voit bien que tous les acteurs, vous êtes coordonnés autour de la personne et de son parcours. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et donc, dans toutes les propositions d'article 51 qui marcheront, ce sera avant tout grâce à ça. J'en profite pour dire que les attentes qu'on a par rapport à Ma Santé 2022, et donc ça c'est à la députée que je m'adresse en particulier, sur le premier recours, parce que vous l'avez évoqué, il ne faut pas qu'on s'arrête au premier recours égal médecin libéral CPTS. C'est très bien, c'est très très bien, il faut inciter les médecins à revenir à l'activité de médecine générale, et en particulier par l'intermédiaire de l'activité libérale. Mais ça ne résumera pas l'activité de médecine générale de demain, d'abord, et ça ne résumera pas le premier recours ensuite. Vous l'avez bien montré, le premier recours, là,
au retour à domicile, c'est l'infirmière. Et c'est pas un péché que de dire que demain, le premier recours de santé, il ne sera pas médical. Le médecin généraliste, qu'il soit salarié ou libéral d'ailleurs, sera déjà en recours de ce premier recours. Et donc c'est très bien que les infirmières de pratique avancée soient là, mais demain, ce seront les professionnels à domicile, infirmiers, aides-soignantes également, qui formeront le premier recours. Et donc il ne faudrait pas que Ma Santé 2022 se limite, ce qui est déjà pas mal, hein, à renforcer le rôle des médecins généralistes. Merci beaucoup Antoine. Je pense que Stéphanie aura à cœur de répondre à la fin. Pour la FHF. Oui, ben vous l'aurez compris, effectivement, on est très, très, très favorable à l'article 51. Effectivement, ça a été dit, la notion de changement culturel, c'est un prérequis. Et effectivement, il faut voir l'article 51 comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, disons, le projet comporte avec 5 territoires dans 5 régions sur une population de 1,5 million de personnes. L'article 51 nous permet, disons, de stabiliser ce dispositif. Il nous permet donc de faire. Donc, ça permet, je pense aussi dans le cas du VAR, de dire, bon, après, là où il faut être prudent, c'est qu'on voit effectivement, et là, disons, c'est amical ce que je dis, mais c'est de faire attention à dimensionner les moyens au regard des attentes et des envies aussi. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a près de 400 projets, et il y a 30 millions d'euros dans le fond pour l'innovation, ce sont des projets très lourds, c'est-à-dire si on veut être un peu ambitieux, et là ça a été monté, il y a une chef de projet, il y a un énorme travail de coordination pour des gens qui par ailleurs ont un travail pendant le reste de la journée. C'est-à-dire que les cardiologues voient des patients, les directeurs dirigent, les cadres de santé, etc. Donc c'est quand même des projets assez lourds où il faut... donc, bien sûr, effectivement, et ça, c'est le cas dans certaines des régions avec lesquelles on travaille, les ARS peuvent être un appui puissant, mais même trouver ce temps de dire, ben là, il faudrait aller voir tous les financeurs possibles, il faudrait aller voir le conseil général, il faudrait aller voir la commune, il faudrait aller voir l'ARS, il faudrait aller voir l'assurance maladie, même ça c'est assez lourd et chronophage. Donc, ça, c'est un peu, disons, la remarque amicale que je ferais, de bien faire attention, c'est de diminuer. Par rapport à ce que je connais, disons, comme expérience à l'étranger, les moyens sont peut-être un petit peu légers. Merci Yannick, du coup, sur l'accompagnement et l'organisation dans les mois et les années qui viennent. Oui, je crois qu'on a bien compris le message. On va intensifier nos efforts pour l'accompagnement de manière très claire, de manière aussi à accélérer quand même les délais de réponse. Et moi, surtout, ce que j'attends, c'est que finalement, les projets se mettent en œuvre. Parce qu'on a pour l'instant 2 beaux projets qui ne sont pas encore mis en œuvre. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Et la partie évaluation et la mesure de l'impact réel sur notre système, en fait. Montrer que ça améliore la prise en charge. Mais on a su quand même, enfin moi je vois, y compris par rapport à il y a 1 an, même si ça paraît très long à Antoine, nous avons également déjà modifié nos approches et on va déjà beaucoup plus vite maintenant qu'il y a quelques mois. Oui, pour compléter, puis on est jeune, hein, on a à peine plus d'1 an. Donc voilà, on est jeune, on avance en marchant, on est devant une feuille de route. En fait, l'histoire, elle n'est pas écrite. On l'écrit ensemble, on l'écrit avec les porteurs, on l'écrit avec nos partenaires. Et ça va continuer à changer. Je pense que c'est quasiment une matière vivante hein, qu'on a en face de nous. Et je le redis, effectivement, on est dans de la conduite du changement. Et qui, voilà, dont l'objectif, le fruit, hein, est de transformer le droit commun. C'est pas de rester ad vitam aeternam au stade expérimental. C'est-à-dire que on croit tous, quand on entre dans le dispositif, quand en sortie, ça va marcher. On va pouvoir le prouver, ou en tout cas avoir des éléments avec l'évaluation. Et le point de sortie, c'est de transformer notre système. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Merci Natacha. Stéphanie, peut-être sur la transformation du système, sur la grosse image, du coup. Oui, je reviens sur l'évolution de l'article 51. Il a déjà, comme tu l'as dit, évolué dans le dernier PLFSS où on a étendu le champ des possibles et il faudra l'évaluer, ça me paraît très important, pour pouvoir adapter et éventuellement voir si les moyens sont vraiment un des freins à cet article. Et voilà,
Je crois que l'évaluation va être importante, et c'est très vivant. Et à chacun des PLFSS, on va probablement se redire est-ce qu'il faut le faire évoluer ou pas. Pour répondre sur le rôle des généralistes dans la loi Ma Santé 2022, ce que propose cette loi, qui est une des briques du plan Ma Santé 2022, et que les professionnels se rassemblent, au contraire, dans le cadre de réseaux que sont les CPTS, et que la porte d'entrée soit justement dans cette CPTS et pas uniquement le médecin généraliste. En tout cas, le sens des CPTS est celui-ci, c'est-à-dire que le patient pourra rentrer soit par le pharmacien, soit par le dentiste, soit par l'infirmière, enfin la première porte à laquelle il cogne, et pas forcément par la porte du généraliste. Mais qu'en tout cas, ces professionnels travailleront ensemble. Donc, je crois qu'on va en fait dans le sens de ce que vous dites dans la loi. Et enfin, juste un dernier mot sur le changement de culture. C'est un véritable changement de culture, et dans cette loi Ma Santé 2022, on change j'ai une petite pensée pour les jeunes professionnels en santé qui sont déjà dans cette culture de travail collaboratif, de travail au parcours, d'apprentissage tout au long de la vie et d'amélioration des pratiques au fur et à mesure de la vie. Donc on est l'initiative, mais les jeunes derrière sont déjà prêts.